Disponible. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre en cet avant-midi pour venir écouter Hugo sur comment devenir un employeur de choix. On est vraiment très content de pouvoir aborder cette thématique qui, tu sais, je pense, comme vous le savez toutes et tous, est vraiment essentielle actuellement. Puis, tu sais, on pense à travers ce webinaire et les webinaires qui ont eu lieu avant et qui auront lieu après. Euh, c'est vraiment important de prendre ce temps en tant que gestionnaire ou employé, s'il y en a aussi parmi nous, pour pouvoir aussi se re-questionner sur ces pratiques. C'est avoir ce temps de recul pour tu sais, réfléchir à c'est quoi nos enjeux avec les ressources humaines, comment on peut cheminer un petit peu ensemble durant l'heure qui va arriver avec tous les éléments que Hugo va nous apporter pour, c'est ça, améliorer nos pratiques, se construire puis avancer dans notre quotidien pour faire vivre la mission et puis offrir des bonnes conditions à nos employés. Donc, juste aussi vous dire que les précédents webinaires vont être aussi disponibles dans le chat si ça vous tente de les regarder, tout comme celui d'Hugo. Je vais vous les mettre dès que j'aurai fini de parler, parce que j'ai un peu du mal à faire deux choses à la fois. Et juste aussi pour recontextualiser, ces webinaires, ils ont été créés en fait suite à la journée RH en action qui a eu lieu le 1er mai de l'année dernière. On se disait que c'était bien de continuer à faire vivre ce mouvement autour des ressources humaines. Donc, on a décidé de lancer cette série de webinaires qui, si ça vous intéresse, le 1er mai, d'ici à peu près 2 semaines, on réitère la journée RH en action 2, qui est une journée qui vise à soutenir les gestionnaires dans les enjeux RH. Donc, pareil, il reste encore quelques places. Je vous mettrai le lien dans le chat si ça vous intéresse d'y participer ou juste d'aller voir ce qui s'y passe. Ce sera l'occasion. Donc, je vais pas tarder à laisser la parole à Hugo juste pour vous dire au cas où que ce donc webinaire enregistré, vous allez pouvoir avoir le lien après la présentation. On prendra pas de questions durant la présentation d'Hugo, on va les prendre juste après, mais vous pouvez les écrire dans le chat, puis avec ma collègue Floriane, on va pouvoir les recenser puis les rapporter à Hugo à la fin de sa présentation, juste pour être sûr qu'il perd pas le fil et puis qu'il ait bien la possibilité de donner tout son contenu. Donc, je m'arrête et je te laisse la place, Hugo. Puis bon webinaire à toutes et tous. Bon, presque midi tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler, en fait, de présenter ce webinaire qui s'appelle Être un employeur de choix. Ceux qui entendent ma voix, qui me connaissent, savent qu'elle est un petit peu enrouée. C'est des choses qui arrivent parfois quand on est une personne qui parle beaucoup. Mais je tiens à le dire, vous allez me voir prendre de temps en temps des gorgées d'eau ou de thé juste pour avoir une voix jusqu'à la fin. Je vais partir la présentation pour que vous puissiez toute la voir. Je tiens à vous dire que vous allez la voir pendant la présentation, puis vous allez pouvoir la télécharger ou la recevoir là, de la part du CSMO et SAC après parce qu'il n'y a pas de document, tout vraiment ce que je vais aborder avec vous sur cette heure de midi va vraiment être dans la présentation. Donc après ça, si vous avez envie de faire des réflexions, vous allez avoir tout le matériel, puis vous allez pouvoir même suivre la ligne que j'ai utilisée pour présenter la réflexion que je vous propose. Avant de partir dans le contenu, je vais juste prendre le temps de me présenter. Donc, je m'appelle Hugo Valiquette. Je suis actuellement directeur de la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Anaudière, la Troquelle, depuis juin 2011. Je suis aussi fondateur et directeur d'Eclipse, le groupe vocal, depuis 1996, un organisme à but non lucratif culturel. Puis, je suis cofondateur, formateur et animateur d'Expérience Incubateur depuis 2019 qui est un organisme qui soutient différents collectifs dans les processus. Puis à travers ça, j'ai cofondé un organisme qui s'appelle le NEO. J'ai aussi œuvré au Forum Jeunesse Lanaudière et courte petite éclipse dans ma vie comme attaché politique. S'il y a un lien que je peux faire entre toutes ces expériences-là, c'est la question d'aimer œuvrer en gang. Si vous regardez le type
d'expérience que j'ai. Je suis toujours entouré d'un conseil d'administration. Je suis toujours aussi entouré d'une équipe autour de moi. J'aime tout ce qui est processus collectif, assemblée générale. Et rapidement, en 2016, j'ai commencé à lever le drapeau sur la question des ressources humaines, en particulier en action communautaire autonome, auprès de mon conseil d'administration. La Troquelle, où j'œuvre actuellement à temps plein, c'est un regroupement de 200 organismes communautaires autonomes ici dans la région de la Nodière qui œuvrent vraiment dans tous les secteurs, que ce soit en santé et services sociaux, en éducation, en défense collective des droits avec les groupes familles, immigration et aussi médias communautaires. Puis, je commençais un peu comme vous à entendre tous les enjeux qui vont nous toucher en ressources humaines. Puis là, je vous recule 2016-2017, on commençait à parler du boom de départ à la retraite. On entendait parler qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus de postes offerts que de personnes qui pourraient les combler. Puis je me suis dit, on a des enjeux en action communautaire autonome et en économie sociale, ne serait-ce qu'en lien avec le sous-financement dont nos organisations sont victimes, je vais dire. Bien qu'on soit innovateur, créatif, je me dis, il va falloir qu'on s'y penche vraiment de façon très sérieuse. Fait que, en 2016, j'ai commencé à m'y intéresser, lire un petit peu plus de la documentation sur le sujet. Puis à partir de 2017, j'ai convaincu mon conseil d'administration de me laisser aller observer le monde du marché du travail dans plein d'endroits autres que dans le mien. On dirait qu'en action communautaire autonome, j'entendais pas mal nos idées et j'avais envie d'être exposé à d'autres idées, à d'autres contextes surtout. Fait que je me suis amusé à aller dans plusieurs... ben là, je dis amusé. Il y a des gens qui peuvent dire il y avait vraiment du plaisir. Oui, je vais vous le dire, là, à me déraciner du milieu dans lequel j'œuvre depuis que j'ai 17 ans pour entendre des nouvelles idées, pour entendre d'autres éléments par rapport au marché du travail, ce qui a beaucoup nourri ma réflexion. Et ben c'est le pourquoi le CSMO et SAC, entre autres, m'a invité à vous présenter le webinaire actuel. Et j'ai eu la chance de aussi collaborer pour la première journée RH du 1er mai l'année passée en présentant un autre atelier qui quand même avait les mêmes thématiques en tête. Première question, puis là, je le sais qu'on est en webinaire, mais si vous pouvez utiliser soit les réactions, soit à voter à main levée, j'aimerais ça savoir qui est présent aujourd'hui, qui a défini dans son organisme ou dans son organisation comment vous jouez votre rôle d'employeur. Et je vous mets une condition. Je ne veux pas que vous me parliez de politique de conditions d'emploi. Je parle vraiment de votre rôle d'employeur. Est-ce qu'il est écrit à quelque part dans votre organisme? Donc, les personnes qui disent oui, c'est le moment à vous de manifester. Marie-Ève, merci d'avoir osé lever la main. Puis là, juste pour m'assurer, donc, OK, merci Philippe. Euh, Et là, ceux qui disent, ben non, nous, notre rôle d'employeur, c'est pas écrit nulle part. J'ai envie que vous manifestiez n'importe quelle des réactions, les mains levées. Merci Ophélie pour la réaction de petit bonhomme. Euh, Ben, en fait, merci, ça vient continuer à soutenir ma réflexion, puis surtout me donner le goût de continuer à faire ces réflexions-là collectivement. Euh, je me suis rendu compte, puis je vais vous le dire là, je suis un gars de processus. Moi, j'aime analyser ce que je fais moi-même. J'ai pas envie de donner des webinaires en disant on devrait faire ça, puis ça, c'est la bonne pratique. Souvent, je vais me lancer dans l'eau chaude. Et là, en vivant les processus, je prends des notes et là, je me dis comment je peux partager ça. Euh,
peu importe dans lequel des organismes j'œuvrais à titre de directeur ou de formateur ou d'animateur, j'ai réalisé que souvent on se donne des politiques comme la politique des conditions d'emploi, on se donne des politiques de télétravail, on se donne des politiques de conciliation vie-famille, vie personnelle. On va tout faire ça de façon compartimentée. Mais comme employeur, c'est quoi la vision qu'on porte au-delà des politiques? Est-ce qu'on s'est donné une vision? Est-ce qu'on s'est dit, moi comme employeur, puis là, vous le savez, hein, comme employeur, surtout en action communautaire autonome, puis en économie sociale, ben, il y a souvent la direction ou un comité de direction, il va y avoir le conseil d'administration, puis il y a un partage qui se fait entre les deux. Et pour les personnes qui me côtoient, souvent quand j'aborde ce sujet-là, comme c'est partagé, c'est là où on voit certains enjeux, certaines difficultés apparaître. Le conseil d'administration peut avoir sa vision. L'équipe de direction ou la direction peut avoir sa vision. Et il suffit qu'on change quelques éléments dans cette équation-là, et là, tout change. Comme directeur d'un regroupement d'organismes, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un pas de recul. J'observe ma région et ben, parfois, on change une personne comme la direction qui a été en poste pendant plusieurs années va quitter. Toute sa vision d'employeur était dans sa tête. Et quand elle quitte, ben, elle quitte avec cette vision-là. Et là, une nouvelle personne arrive à la direction avec sa nouvelle vision, sa nouvelle façon de faire. Et là, boum, il arrive des situations. Des fois, c'est positif. Des fois, c'est plus difficile. Parce que justement, cette vision-là, elle n'est soit pas partagée, soit pas écrite, soit pas adoptée. Elle est comme abstraite, mais pourtant tout le monde a une vision d'employeur. Fait aujourd'hui, dans le webinaire, dans les étapes que je vais vous proposer, c'est cette réflexion-là. Si vous veniez au webinaire en vous disant Hugo va nous aider à trouver plus de salaire pour nos employés, je suis tout de suite désolé. C'est pas là que je vous amène. J'ai les mêmes enjeux que vous de financement à la mission globale, de financement par projet, de financement ponctuel. J'ai les mêmes enjeux que vous. Par contre, le pas de recul que j'ai fait, c'est en lien avec ce que nous sommes comme secteur. Et c'est cette réflexion-là que je vais vous partager tout au long du webinaire, comment justement on peut être un employeur de choix en étant conscient des enjeux salariaux, mais en étant capable d'agir pour cette vision d'employeur-là qui va donner le goût aux gens de venir œuvrer chez nous dans nos organisations. Euh, Vous le savez, puis je vais pas, d'après moi, rien vous apprendre. Si on fait un court état de situation, il sera court et je me suis beaucoup questionné à est-ce que je nous donne des statistiques dans cet état-là? Puis j'avais pas envie qu'on parte la présentation en étant découragé. Fait que je me suis dit non, on regardera pas les statistiques. Je pense que tout le monde qui est ici connaît déjà nos enjeux. Je les remets sur la table, puis ça va vous faire aussi découvrir le processus que même moi, comme directeur, j'ai mis en place dans l'organisation où je suis, c'est-à-dire la Troquelle. Euh, L'embauche, que ce soit pour mon regroupement ou si j'observe les membres du regroupement, je voyais de plus en plus d'offres d'emploi circuler une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Puis j'avais beau regarder l'offre d'emploi, puis je me disais, qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que les personnes ne viennent pas? Et ça a été une des premières questions, la question de l'embauche. On doit, puis si vous avez fait des entrevues récemment, il y a quelque chose qui a changé dans notre marché de l'emploi au Québec. Euh, Maintenant, les employés choisissent leurs employeurs. On est vraiment dans une dynamique où on doit se vendre comme employeur, donner le goût aux gens de venir chez nous. Puis là, vous allez me dire, c'est des montagnes russes. En pandémie, c'était plus vrai. En sortie de la pandémie, c'est un peu moins pire. Effectivement, c'est vrai, on a peut-être une petite accalmie où il y a un peu plus de personnes disponibles que de postes offerts, mais dites-vous que dans toute la littérature, ce n'est une petite pause avant qu'il va y avoir encore du grand roulement dans notre marché de l'emploi. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge comme mouvement. Donc, l'embauche des gens partant, je fais beaucoup le lien avec cette vision d'employeur-là. Est-ce que dans notre offre d'emploi,
on explique qui nous sommes. Au-delà de je suis une table régionale d'organismes communautaires autonomes, au-delà de je suis une association de personnes handicapées, au-delà de je suis un organisme culturel, est-ce que vous donnez le goût à cette vision-là comme employeur? Vous offrez déjà, c'est quoi vos particularités? Et là, tantôt, je vais vous amener sur certains éléments clés. En action communautaire autonome, en économie sociale, il y a vraiment un élément hyper intéressant avec la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi, la question du sens. Des fois, quand on regarde les générations, on se dit, on dirait qu'ils ont plus envie de travailler ce monde-là. C'est pas vrai. Ils ont envie de travailler encore, la nouvelle génération, mais peut-être différemment. Et là où il y a une piste super intéressante, celle du sens, les gens veulent avoir un impact. Les personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi veulent avoir un impact sur la communauté, sur la société. Nos organisations en action communautaire et en économie sociale devraient tirer leur épingle du jeu déjà en partant. Comment connecter le sens à vos missions puis à votre vision d'employeur? Ensuite de ça, ben, il y a la question de la rétention. Hein, on le sait que dans le milieu de l'économie sociale et de l'action communautaire, on a le taux de roulement le plus important quand on se compare aux différents marchés présents au Québec là, au niveau de l'emploi. Donc, encore là, il y a un enjeu. Et je me suis mis à faire des entrevues de départ quand les personnes quittent. Et la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement la question de salaire qui est le premier élément pour les personnes qui vont quitter. Souvent, c'est beaucoup plus la question de, ben, je pensais œuvrer dans tel milieu. Je pensais que comme employeur, on m'offrirait ça. Et c'est là que ça a beaucoup alimenté ma réflexion également. Comment on le cadre, comment les gens savent c'est quoi, dans quel milieu d'emploi ils vont être. Pas juste la tâche, mais comment ça se vit ça, être employé dans nos organisations. Puis l'autre élément aussi, c'est le transfert de connaissances. Particulièrement dans le mouvement d'action communautaire, on a beaucoup de bâtisseuses et de bâtisseurs qui sont à l'aube de la retraite. Est-ce qu'on a réfléchi la question de comment on va transmettre les connaissances, comment on va transmettre les valeurs associées à cet organisme-là et aussi ben, comment on joue notre rôle d'employeur? C'est vraiment, vous allez m'entendre beaucoup dire ça, mais c'est là où il y a une clé qu'on détient, qu'on peut faire des ajustements, des changements qui vont avoir des impacts positifs sur les employés. Euh, pour ce webinaire-là, mon objectif, c'est de vous amener à faire une réflexion sur les réalités qui concernent les emplois et le développement d'une culture d'équipe. Ma réponse à ces enjeux-là, puis là, je dirais ma réponse, la réponse collective qu'on a donnée à cet enjeu-là ici à La Troquelle, c'est cette idée de développer une culture d'équipe. Pour faire ça, ben, il y a deux moments une piste sur les réflexions sur le marché de l'emploi actuel, celle que je vais vous présenter. Puis après ça, ben, je vais vous pister sur des réflexions à entreprendre pour arriver à développer votre propre culture d'équipe dans votre organisme. Euh, donc, première partie, quelques réflexions en vrac. Je vais vous lancer quelques pistes, ça va avoir de l'air décousu, puis on va tout rattraper ça dans la deuxième partie. Comme je vous ai dit, je me suis immergé dans d'autres milieux pour réussir à passer les frontières de ce que je me suis toujours fait dire. Hein, en action communautaire ou en économie sociale, ou quand tu es dans un milieu depuis très longtemps, souvent on te dit, ben, ça a toujours fonctionné comme ça. Puis ça, ben, c'est peut-être le cadre le plus limitant auquel on est confronté quand vient le temps de réfléchir le marché de l'emploi. Si je vais sur les préjugés dans le communautaire, en économie sociale, on ne pourra jamais offrir des gros salaires. Donc, bon, on part de ce constat-là. Moi, je pense que qu'est-ce que ça veut dire un gros salaire? Est-ce que le gros salaire, c'est juste le montant? Est-ce que c'est plutôt comment on se sent quand on va œuvrer dans notre organisme? Tous ces éléments-là m'ont amené à des fois moi-même être déstabilisé. Ben, surtout, mon plaisir, c'est après ça d'utiliser ça pour me déstabiliser, déstabiliser les collègues autour de moi.
Premièrement, ben, on passera pas à côté la question du salaire. On a eu tendance dans le mouvement, dans nos mouvements respectifs, à parfois beaucoup voir le besoin et développer nos organisations en fonction de réponses aux besoins, puis en fonction des financements disponibles. Et ça, ben, ça nous a amené des fois à perpétrer le fait d'avoir ces bas salaires-là. Et ben, pour nous amener à réfléchir cette question-là, il y a l'IRIS que vous connaissez probablement qui a développé un outil qui s'appelle le salaire viable. Le salaire viable, c'est pour sortir de la question du salaire minimum qui, lui, entretient la question de la pauvreté parce que en ce moment, une personne à temps plein qui a le salaire minimum est considérée en ce moment dans la pauvreté au Québec. Et l'IRIS a décidé de développer un indice pour nous dire, ben, justement, si on veut se sortir de cette pauvreté-là, ben, ça serait quoi le salaire? Et actuellement, ils le font dans 7 localités du Québec. Ils prennent 7 localités en disant, ben, par exemple, à Montréal, à Sept-Îles, à Gatineau, combien on devrait recevoir de salaire pour réussir à sortir de la pauvreté. Cette donnée-là, elle est intéressante pour nous amener à réfléchir tout le monde ensemble. C'est sûr que c'est jamais des discussions faciles quand vient le temps de la question du salaire, mais des fois, justement, de prendre le pas de recul sur la question du salaire puis de dire, c'est quoi les références qu'on peut utiliser comme conseil d'administration, comme équipe, dans la question d'établir un salaire, ben c'est là où on peut vraiment avoir un impact très positif en se donnant des données pour réfléchir hors la boîte. Euh, Comme je disais tantôt, en 2024, puis même 2025, on le voit de plus en plus, on est dans une période de transformation. Dans toutes les études, je me répète, mais je veux vous piquer votre curiosité. La recherche de sens associée aux emplois est une priorité. Fait que moi, je me pose toujours la question, ben, alors si c'est ça, comment on va tirer notre épingle du jeu? Et là, voici quelques réflexions, quelques éléments pour animer ces réflexions-là que vous pouvez avoir. Ben, tout d'abord, quand dans un organisme, j'ai pris le salaire moyen qui est versé dans les organismes. Mettons un employé qui quitte notre organisation, qui a 24 et 71 de l'heure. Si on vise à le remplacer, ça va nous coûter 16 640 juste le remplacer. Fait que si on a deux, trois ou quatre personnes qui partent pendant l'année, ben imaginez que c'est astronomique. Là, on fait un 16 640 fois 2 fois 3 fois 4. Et ça, cet argent-là, c'est juste pour permettre à l'employé qui va arriver de devenir autonome, de fonctionner avec nous. Fait que quand on prend cette donnée-là qui est très économique, ben ça nous donne peut-être le goût de revoir comment on fonctionne à l'intérieur de nos organismes pour justement éviter ce roulement-là. Comme je vous dis, il y a la question salariale, c'est pas celle sur laquelle je mise en ce moment, mais c'est beaucoup plus la question de qu'est-ce qu'on change dans notre vision d'employeur pour donner le goût aux gens finalement de rester. On dit que un nouvel employé se sent habituellement en mesure d'accomplir son emploi après 12 mois. Les 4 premiers mois d'un nouvel emploi, c'est considéré comme de la formation. Puis, ce qu'on a observé dans le roulement de personnel, c'est un temps estimé à 16 mois pour qu'une personne soit pleinement en fonction d'assumer ses capacités. Fait que juste cette diapo-là pour se dire, OK, peut-être que c'est important de se doter d'une vision, d'une culture d'équipe, ben ça vaut la peine parce que financièrement, ça peut avoir cet avantage-là de nous donner de la marge de manœuvre. Euh, on passe en ce moment, la grande transformation dans le marché du travail, c'est qu'on passe de l'ère industrielle. L'ère industrielle, c'était une ère où on mettait des gens dans une chaîne de montage, puis les ressources humaines, ben, on pouvait facilement les changer parce que on donnait des tâches très simples à effectuer et c'était répétitif. On passe aujourd'hui à l'ère du savoir. L'action communautaire autonome, l'économie sociale, on le sait depuis longtemps. Ce qu'on demande aux employés, c'est de la polyvalence, de l'innovation, de la créativité. On demande de vrai en équipe. Fait qu'on demande beaucoup et on demande beaucoup en dehors des heures normales aussi. Parce que dans nos types d'emplois, c'est pas vrai que tu fermes la porte puis que tu penses plus à la job.
il y a toujours une solution à chercher, il y a toujours un élément qui nous turlupine. Donc, il y a cet élément-là dans l'ère du savoir. C'est pas du 9 à 5 stable, c'est pas ça notre réalité. Et ça, ben, vous le savez. Et en plus de cette réalité-là, les employés souhaitent de la conciliation vie personnelle-emploi, du temps pour réfléchir autrement. Ils veulent des responsabilités évolutives, de la gestion par objectif. Fait que ça, c'est des réalités qu'on a à prendre en considération dans cette ère du savoir dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Quand on regarde au Canada, les employés ont droit en moyenne à 19 jours de vacances. Quand on se compare à la Chine, on est mieux. Eux, c'est 16. Aux États-Unis, c'est 10. Mais quand on regarde la France, on parle de 36 jours. Au Danemark, 34. En Belgique, 30. Au Royaume-Uni, 28. Fait qu'on se retrouve vraiment dans le milieu du peloton par rapport à la question de vacances. Pourquoi j'amène la question de vacances? Parce que la question des vacances, c'est un moment pour les employés où on va se ressourcer. Et en lien avec la question de l'ère du savoir, ben, les vacances, il y a quelque chose d'important d'arriver à se ressourcer dans le but justement de pouvoir se sentir pleinement opérationnel, pleinement en contrôle de nos moyens pour œuvrer. Euh, Au Québec, rappelons-nous que les normes du travail balisent le minimum légal en termes de conditions d'emploi. J'ai des fois des gens qui me disent, mais Hugo, on les applique, les normes du travail. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Ben, dites-vous que c'est au-delà de la question des normes du travail, ce qu'on est en mesure d'œuvrer. Puis, les facteurs les plus importants de rétention du personnel en 2025, quels sont-ils? La nature, le défi et le sens de l'emploi, les qualités du gestionnaire et de l'accompagnement, la possibilité d'avoir accès à des formations, la reconnaissance et l'appréciation, le sentiment d'appartenance, la culture organisationnelle de l'organisme, de la flexibilité d'horaire, un poste réaliste en termes d'heures et de tâches, une intégration de qualité et un salaire décent. Fait que si vous regardez le salaire décent, puis si vous regardez peut-être par exemple la possibilité d'avoir accès à des formations, il y a beaucoup d'éléments dans la rétention du personnel qui n'est pas nécessairement financière ou qu'on donne des sous directement. Euh, Si je pense à la reconnaissance et l'appréciation, qu'est-ce qu'on a mis en place dans notre organisme pour reconnaître les personnes qui œuvrent au quotidien? La culture organisationnelle de l'organisme, est-ce qu'on l'a bâti collectivement ensemble? Est-ce qu'on a réévalué les postes dans l'organisation en disant, ben, on a l'impression que tu as toutes ces tâches-là à faire, on te donne 24 heures par semaine. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on a posé cette question-là aux personnes qui réalisent les emplois? Donc ça, moi, ça m'amène beaucoup, beaucoup d'optimisme, cette diapo-là, parce que je me rends compte que c'est pas juste une question de salaire qui fait que les gens ont envie. Et ça, ben, ça nous donne des leviers intéressants comme employeurs. Donc, si je vous amène à la culture d'emploi comme telle, comment ça peut s'organiser? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis surtout, ça s'inscrit comment dans ce qu'on a déjà comme organisation? Donc, pour moi, cette idée-là d'une culture d'équipe, c'est une vision de ressources humaines qui est renouvelée. Je continue à vous faire à poser des jalons pour une réflexion. Ben, tout d'abord, voyez la culture d'équipe comme la vision qu'on veut aborder comme employeur. Ça devrait être la première chose sur laquelle on statue. Puis là, ben, si on le voit en espèce d'entonnoir, ben, une fois qu'on a adopté la culture d'équipe, notre vision, ben, on va adopter des conditions d'emploi qui vont venir soutenir cette vision-là comme employeur. Et après ça, ben, il y a toujours la question de la politique salariale qui, elle, encore là, fait partie du trio d'éléments à adopter pour l'avoir, cette vision d'employeur-là. Et j'aime amener le fait de la politique salariale. Est-ce que dans vos organisations, c'est une démarche qui est connue et surtout partagée? Euh, Premier élément quand on veut construire une culture d'équipe, c'est quoi les valeurs qui sont portées dans nos organismes en termes de conditions d'emploi?
est-ce que vous vous êtes arrêté à faire cette réflexion-là? Hein, souvent, on a les valeurs de l'organisme. Les valeurs de l'organisme, ce ne sont pas les valeurs d'employeur. Euh, et là, des fois, les gens me disent, Hugo, je veux bien, mais c'est quoi des valeurs d'employeur? Voici une liste, puis c'est pour ça que vous allez être content d'avoir la présentation. Je sais qu'à vos écrans, ça va être tout petit. Je vais en nommer quelques-uns. Les valeurs en lien avec les conditions d'emploi, par exemple, ça pourrait être de dire, nous, comme organisation, on veut briser le cycle de la pauvreté. Ça, c'est une de nos valeurs importantes. Ça peut être les possibilités d'avancement, de dire on arrive dans notre organisme, mais on souhaite une évolution à travers ce qui va être vécu dans l'organisme. Ça peut être le leadership partagé qui fait du sens comme employeur. La participation des employés à certaines prises de décision, à la résolution de problèmes. Se dire qu'on veut des environnements de travail sains. Évidemment, il y a la santé et la sécurité qui est un incontournable, mais comment on va développer pour nous ce que pourrait vouloir dire un environnement de travail sain? De la flexibilité, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'équité, du respect, de la communication. Donc, moi, je vous invite, et c'est vraiment trippant à le faire, à définir quand on se met dans notre rôle d'employeur, ben, c'est quoi les trois valeurs qui sont les plus importantes. Et fait vécu, j'ai eu la chance d'entendre parler à un organisme qui avait décidé de faire ce moment-là de réflexion en CA. Le CA avait défini trois valeurs importantes quand il joue son rôle d'employeur et l'équipe avait fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils s'attendent d'un employeur? Et vous ne serez pas surpris, les trois que le CA avait choisis n'étaient pas les trois que l'équipe avait choisis. Donc, ça l'a amené à un lieu de discussion vraiment fascinant. Puis pour avoir été témoin de ça, ben, c'est de voir comment, dans les compréhensions, on peut être une grande équipe. Donc, déjà, juste ce pas-là de faire la réflexion sur les valeurs peut nous dire beaucoup sur autant ce qui est attendu comme conseil d'administration à jouer notre rôle d'employeur que comme équipe, à savoir qu'est-ce qui est important, justement, si on vise à miser sur la rétention dans l'équipe. Et là, ben, après ça, je vous donne un petit mode d'emploi où on y répondra pas aujourd'hui, mais c'est les questions qui ont guidé les processus, autant celui que j'ai mis en place à la Troquelle pour définir notre rôle d'employeur qu'avec d'autres organisations. Donc, première question à se poser, quelles sont les trois valeurs incontournables pour votre organisation comme employeur? Ensuite, quel type d'organisation on souhaite être? Est-ce qu'on est une organisation qui est hiérarchique? Est-ce qu'on est une organisation qui vise la décision collective? Dans ce cas-là, c'est quoi les responsabilités partagées? Et surtout, comment les employés peuvent être engagés dans certaines décisions? Puis je sais que des fois, vous allez avoir envie de dire, ouais, mais les décisions ne sont pas prises par le conseil d'administration. Effectivement, le conseil d'administration a des décisions à prendre sur les orientations de l'organisme, sur l'actualisation du plan d'action, mais il y a beaucoup de types de décisions qui sont prises dans nos organismes. Donc, comment on peut les hiérarchiser ou on va aller chercher le pouls aussi de l'équipe pour sentir l'effet de on participe à ces décisions collectives-là. Et sachez qu'il n'y a pas de bonne réponse. Dans l'optique où il y a des personnes qui sentent très bien et qui aiment œuvrer dans des organisations hiérarchiques. Il y a des personnes qui aiment beaucoup le mode plus décision collective et il y en a qui se retrouvent moins bien dans un ou dans l'autre. Donc, aussi bien déjà le déclarer dans notre vision d'employeur, comment ou quel type de prise de décision est favorisé dans notre organisme pour que les gens aussi puissent se sentir à l'aise quand ils voient votre organisme comme un employeur. Comment se vivent les relations dans votre organisme? Par exemple, est-ce que c'est bien défini, les employés et le conseil d'administration? Est-ce que le conseil d'administration est vu comme quelque chose d'un peu ésotérique que la direction voit souvent, mais que les employés font juste entendre parler d'eux? Est-ce qu'il y a des contacts entre le CA et les employés? Quel type de contact? Est-ce qu'il y a des moments d'échange? Aussi, équipe membre, CA membre. Ça, c'est des éléments où on peut prendre le temps de réfléchir sur comment on veut que ça se vive. Euh, on en parlait tantôt dans les éléments qui visent la rétention. Comment les employés, comment les besoins des employés sont connus et répondus.
Comment les employés peuvent continuer d'apprendre? C'est quoi le développement souhaité de leurs compétences? On engage des personnes, puis rares sont les personnes qui veulent stagner dans un poste ou dans un niveau de compétence le restant de leur jour. Est-ce que vous avez réfléchi, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme évolution possible, puis ça, là, évolution, ça peut se définir de plein de façons. Ça peut être l'accès à des formations, ça peut être dire, ben, dans nos postes, on vise que les personnes puissent passer d'une étape à l'autre. Il y a vraiment plein de façons. Et ça, de le mettre en lumière, c'est une des clés qui favorise la rétention actuellement, qui est reconnue là, vraiment en termes de ressources humaines. Comment est reconnu le temps de préparation, de recherche puis d'innovation? Puis là, des fois, on n'associe pas tout de suite l'innovation à l'action communautaire ou l'économie sociale. Pourtant, c'est ce qu'on fait au quotidien, innover dans nos organismes. Mais demander à des gens d'innover dans un contexte où tu réponds à des membres, où tu remplis des demandes de financement, où tu dois réinventer un plan d'action, tu dois écrire un rapport d'activité, tu dois faire ta reddition de compte. Je fais exprès là, pour rendre ça très lourd, mais c'est dans l'idée de en plus, on vous demande d'être innovateur ou innovatrice à travers tout ça à accomplir. Ben, est-ce qu'on a défini des moments où on va baisser la pression, puis on va donner cet espace-là où, OK, ben, tu as besoin d'innover pour continuer à permettre à l'organisme d'avancer, ou des fois, c'est même de prendre du temps de faire de la recherche. Est-ce que, puis moi, je l'ai vu trop souvent, des personnes qui disaient, ben, j'ai pas le temps sur mes heures de travail de faire de la recherche, donc je le fais à heure perdue dans ma fin de semaine ou le soir après que les enfants soient couchés. Je pense qu'il faut y réfléchir. Ça fait partie de la tâche à ce niveau-là, puis même la préparation d'activités. On peut pas s'attendre de nos employés d'être tout le temps prêts à livrer du contenu si on leur donne pas des espaces où ils peuvent préparer. Donc cet élément-là, pour moi, j'y pense, puis je vais être super honnête, je suis cordonnier mal chaussé. Même moi, dans ma structure d'emploi, des fois, j'oublie qu'une rencontre de conseil d'administration, ben ça se prépare. Fait que là, tu vois ton CA arriver, tu vois la date, puis tu dis comme, il a là. Mais je regarde mon agenda, j'ai des rencontres, j'ai des. Et là, ben, je me suis pas mis de temps de préparation. Ben, c'est pas vrai que je vais arriver prêt pour mon CA si je prends pas cet espace-là. Donc, ça enlève de la pression, ça permet de voir aux gens qui sont reconnus aussi quand on dit, ben, je le sais, que tu vas avoir de la recherche à faire pour ça. Vous voyez peut-être le bout, le numéro 6 là, je le trouve particulièrement important. Euh, le 7 fait un lien un peu avec ça. Quel type de ressourcement est disponible pour les employés? Et là, par ressourcement, on peut entendre plein de choses. Mais par exemple, est-ce qu'on offre des moments de lac à l'épaule à l'équipe pour se renouveler, pour avoir des moments de consolidation d'équipe, de création de liens? Qu'est-ce qui est pensé? Ce ressourcement-là, ben, est-ce qui est juste pour les employés? Est-ce que ça peut se vivre employé, conseil d'administration? Donc, ces réflexions-là sont super intéressantes dans cette vision-là qu'on peut avoir comme employeur. Quelles sont les mesures de conciliation vie personnelle-emploi? On en parle souvent. Est-ce que vous les avez identifiées? C'est pas tout le monde qui a des politiques claires, mais ça peut être un résumé de notre politique si elle existe déjà. Quelle est la présence dans l'organisation qui est souhaitée? On peut plus s'en sortir en 2025 de se poser la question. Quelle est la place du télétravail? Est-ce que c'est un mode hybride? Est-ce que c'est 100% en présence? Et les employés sont pas tous bien dans tous ces types-là. Fait que d'autant plus que cette vision-là d'employeur soit clairement identifiée. La reconnaissance des employés. Puis là, vous allez me trouver drôle avec ma 11e question. Mais est-ce qu'il y a des moments de célébration qui sont identifiés dans votre année d'organisme? La célébration, c'est un moment important, surtout quand on réalise autant que dans le mouvement d'action communautaire puis de l'économie sociale. Puis c'est souvent ceux-là qu'on va tasser ou auxquels on va se dire, oh, c'est la fête d'un employé. À travers tout ce qu'on a à faire, bonne fête, bonne fête. Ou à la fin de l'année, super belle assemblée générale annuelle. Mais est-ce qu'on célèbre ça? Puis encore là, la célébration, ça peut se faire de plein de façons. Est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce que vous le partagez? Voilà des belles réflexions que je vous amène. Il y a des outils qui existent hein, pour vous aider à réfléchir sur cette question-là. Un livre qui s'appelle L'expérience employée. C'est Daniel Lafrenière qui a écrit ça et il définissait justement à travers tous les enjeux qu'on a, ben, les besoins des employés. On n'aura pas le choix d'en prendre conscience dans la transformation qu'on vit du marché de l'emploi.
Ça a l'air lourd quand on regarde ce diagramme-là, mais quand on regarde chacun des points, ça fait assez le résumé des éléments que je vous ai présentés dans les questions et on les voit sous quatre éléments. Les besoins de base, de motivation, de relation et d'actualisation de soi. Je pique votre curiosité quand vous allez revoir la présentation. Vous allez avoir les références. Je vous les présente pas, je vous les explique pas chacun, mais ça guide vraiment cette idée-là de mettre en place une culture d'équipe. Une fois qu'on a la culture d'équipe, ça c'est le premier élément. Ben, le deuxième élément, comme je vous disais, les politiques de conditions d'emploi. Est-ce qu'on les fait tu sais, est-ce que nos conditions d'emploi soutiennent cette vision-là? Et ben voilà des questions qu'on peut se poser. Et là, ben, il y en a qui sont plus difficiles à répondre que d'autres. Quelles sont les vacances annuelles qu'on décide de donner aux employés? Est-ce qu'on se limite aux normes du travail? Est-ce qu'on vise quelque chose d'autre par rapport aux vacances? Et il faut que ça réponde à la mission de l'organisme. Si on fait de l'hébergement 24/7, puis qu'on aimerait ça fermer 3 mois pour des vacances, ben c'est réaliste, on n'y arrivera pas. La question des assurances collectives, des régimes de retraite. Des fois, on n'est pas capable. Ben, il peut y avoir des alternatives. Est-ce que on a pensé à un REER collectif? Est-ce que on a pensé à un fonds santé qu'on peut mettre en place dans notre organisme? C'est pas aussi avantageux qu'une assurance collective, mais il peut y avoir une forme de reconnaissance de la part de l'employeur face à ses employés. La question des congés fériés. Est-ce qu'on s'en tient à la norme ou il y a certains éléments qu'on met de plus? Petit clin d'œil, je trouve ma fête importante pour moi. C'est un moment où j'ai envie de célébrer. Ben, dans les discussions avec le conseil d'administration, maintenant, l'équipe, chaque personne à sa fête, c'est un jour férié. Ça a l'air banal, hein, mais c'est des fois l'addition de petites bonnes idées ensemble qui amènent tout ce qu'on voulait vivre comme vision d'employeur. Est-ce qu'on parle de congé santé dans notre organisme ou de congé de maladie? Encore là, c'est très philosophique, mais ça amène à se dire, ben, peut-être que des fois, on est mieux de prendre un congé avant d'être malade plutôt que d'attendre d'être malade pour donner un congé. Hein, c'est une petite roue qui tourne. Puis différents avantages financiers. Euh, la question des conditions salariales, comment est déterminé le salaire? C'est quoi l'évolution salariale? Est-ce que c'est connu des employés? Puis, est-ce que le salaire est cohérent avec les responsabilités? C'est des pistes de questions que, on peut avoir. Et je termine la présentation ben, en disant c'est important, une fois qu'on se met à faire ces réflexions-là, ben, on vous recommande de les adopter clairement, ces visions-là que vous allez développer, vos politiques. Et si vous avez envie de voir le résultat que ça peut donner pour un organisme comme la Troquelle, ben, c'est disponible sur le site web troquelle.org. Vous allez dans la section des documents de référence de la Troquelle, vous allez trouver la culture d'équipe. Vous allez trouver aussi la politique de conditions d'emploi. Vous ne pourrez pas faire du copier-coller, hein, dans le sens où il faut que ça colle à nos réalités, mais ça peut être des bases d'inspiration. Voilà, je le sais que c'était dense, il y avait beaucoup d'éléments, mais surtout un processus que je vous partage et des réflexions que je vous invite à avoir avec avec vos CA, avec vos employés. Et ben, je me lance dans la période d'échange. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir sur ce que j'ai présenté, ben, je suis là, ça va me faire plaisir. Alexandra, je ne sais pas si dans le chat, étant donné le partage d'écran, j'ai pas suivi s'il y a des questions ou des commentaires. Je Oui, suis tout là. il y en a une. C'est la question par rapport au tout début de ta présentation. Et d'ailleurs, je voulais juste prendre un temps pour te remercier. C'était très, très, très intéressant. Là, il y avait beaucoup de choses qui étaient super pertinentes. Donc, merci beaucoup, Hugo. Donc, c'est ça. Il y avait une question. Tu parles de 16 640 $ qui est ce qu'on doit verser en fait pour quand enfin ce que ça nous coûte quand un employé quitte. Et la question, en fait, c'était Nathalie qui voulait savoir, c'était basé sur quoi, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ce 16 640 $? Oui, en fait, il faut faire le lien avec le 16 mois qui suit. Quand il y a quelqu'un qui part, ben évidemment, ben, il y a des coûts à des départs, des montants dus à cet employé-là. Et après ça, quand la personne commence à œuvrer dans notre organisme, ben, des fois, il y a du temps de formation.
Donc, ça, c'est compris là-dedans. Des fois, il y a du jumelage entre des employés qui sont dans l'organisme pour faire apprendre, aider la personne à dire, ben, voici comment on fait ça dans notre organisme. Donc, pendant que la personne aide son collègue ou sa collègue à acquérir ces nouvelles réalités-là, ben, c'est du coup qui est pas dans la réalisation de la mission de l'organisme. Donc, ça fait partie de cette question-là. Après ça, c'est tout ce qui a aspect dans cet apprentissage-là, le temps qui va être investi à lire de la documentation, acquérir des nouvelles compétences, comprendre l'écosystème dans lequel on vit, développer des nouveaux partenariats, parce qu'on ne se le cachera pas, hein, des organismes, là ça va être bizarre ce que je vais dire, des organismes n'ont pas de partenaires. Ce sont des personnes qui ont des partenaires. Et donc, quand une personne quitte un organisme, ben, elle quitte avec ces partenariats-là qui souvent sont à reconstruire. Hein? Puis vous le savez, c'est humain, la question de avec qui on collabore. Ben, toute la question des partenariats à reconstruire et a un coût économique. Donc, c'est ces éléments-là qui ont été pris en considération pour établir le coût. Puis c'est vraiment la pleine opération de 16 mois qui est considérée dans cette vision-là. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres questions pour le chat. Pas d'autres questions? Ben, si vous avez envie d'y aller en micro ouvert, si vous avez des éléments que vous voulez que j'aille plus loin, si vous avez envie de commenter aussi, moi j'ai peut-être un commentaire à faire pendant que vous y réfléchissez. Ah non, Bianca, je vais te laisser y aller. Ben, j'avais fait le commentaire dans le chat, mais en fait, tu sais, t'avais écrit congé santé ou congé maladie, je me rappelle plus, je m'excuse comment tu l'avais libellé. Exactement comme ça. Euh, Congé OK. santé ou congé maladie. Ouais, bon. Mais en fait, nous, on a changé ça en congé mobile. Puis Mhm. ça a de l'air bête, là. Tu sais, tu sais, je veux dire, dans le sens où on fait confiance que l'employé prend un congé pour la bonne raison. Puis congé mobile, ça amène aussi une certaine souplesse dans le sens où tu l'as dit un peu tantôt, c'est intéressant de donner d'autres congés supplémentaires. Souvent, l'exemple que je donne, c'est ben, si jamais on est un vendredi de septembre qui annonce 25 degrés, puis tu te dis, Hey, c'est peut-être mon dernier beau vendredi estival avant l'automne. J'ai fait toutes mes tâches de la semaine, j'ai pas de rendez-vous à mon calendrier. Ben, je me prends un congé mobile, puis tu sais, je prends cette journée-là pour moi. Ça amène que moi, j'ai pas à gérer ben, parce que pardon, je suis à la direction. Tu sais, j'ai pas à demander de raison, de papier du médecin. Tu sais, si tu me dis que c'est pour ces raisons-là, puis que tout est fait, ben let's go, prends-la ta journée. Puis tu sais, c'est le fun, justement, ça vient ajouter une certaine souplesse puis une certaine liberté, autant à la fois pour l'employé qu'à la direction, je dirais. Puis un autre élément aussi que je partage, parce que je pense que c'est un bon coup, nous, on a aussi on a un fonds social. Donc, on a une somme de 150 par employé par année. Puis on a 4 journées d'activité prévues par année, une journée par saison, où les employés sont payés, puis qu'on s'oblige à sortir du bureau, puis à faire une activité ensemble. Donc, c'est informel, on parle pas de job, mais on est ensemble, on n'est pas non plus avec les conjoints. C'est pas un 5 à 7, là. C'est comme une espèce d'activité organisée. Puis moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue. J'ai des collègues qui sont pas nécessairement de la région, fait qu'on se force à faire des activités en région pour connaître la région, pour sortir, puis aller voir qu'est-ce qu'on connaît pas. Puis ça, c'est un élément qui est très apprécié dans l'équipe, là. Il y a un fond, puis c'est l'équipe hors direction qui choisit aussi normalement les activités. Fait que ça permet aussi justement une espèce de remue-ménage dans l'équipe, puis ben, c'est par consensus. Fait que c'est toujours intéressant. Ouais, puis ça, c'est des idées super inspirantes. Ça va avec la question 7, le temps de ressourcement. Tu sais, parce que dans ces moments-là, ben oui, on consolide l'équipe, puis ultimement, ça a des impacts hyper positifs. Mais d'un autre côté, c'est vu aussi comme du ressourcement. Puis tu sais, tu l'as dit d'emblée, on se parle pas de job là, quand on se retrouve ensemble. Non, justement, on crée des liens humains. Puis ça, ben, c'est la notion de l'ère du savoir aussi. Dans l'ère du savoir, c'est pas un robot qui est à côté de toi. C'est une personne qui vit des affaires, puis qui tout l'aspect de donner à l'organisme est important à considérer. Puis dans ces moments-là, ben, on se sent humain. On sent pas des numéros. On sent qu'on est pris en considération. C'est vraiment hot. Puis j'espère, Bianca, que vous les avez établis dans une politique claire, tu sais, pour que si le CA change, si toi tu quittes la direction, ben que c'est des bonnes pratiques qui vont demeurer. Euh,
Puis, ben, tu vois, José, dans le chat, a dit, quand on est deux dans l'équipe, c'est différent. Pas nécessairement. J'ai vu des petites équipes de trois se définir des journées de ressourcement ou de se dire, c'est sûr que dans le quotidien, à deux, c'est un peu plus facile d'avoir ces espaces-là d'échange, d'un peu se comprendre, mais souvent, ça va être dans le cadre de l'emploi. Ben, de se dire, à deux, on sort, puis on va à quelque part d'autre une journée, puis c'est sur notre temps d'emploi où on va peut-être se parler de d'autres choses, on va créer différemment. Moi, je pense que c'est pas une question du nombre dans l'équipe, mais c'est de s'accorder ces moments-là. Ben là, je voyais ton non-verbal, tu disais oui, ça a l'air adopté dans une politique, mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est des éléments qui sont connus, su, puis qui vont être durables dans l'organisme. J'ai vu dans le chat qu'est-ce que le Fonds santé commence à voir plus sur cette option. En fait, certains organismes qui n'ont pas les moyens d'avoir une assurance collective, ce qui est le cas de la Troquelle, on a fait le choix de ne pas aller vers ça à cause de l'imprévisibilité, des fois des augmentations. Mais le Fonds santé, c'est une politique qu'on a mis en place. C'est un montant par employé. C'est 500 dollars par employé qui peuvent utiliser pour tout ce qui va avoir un lien avec les lunettes, le dentiste, la massothérapie, la naturopathie. On a établi dans la politique à quoi ça peut servir et les employés ont accès à ce fonds-là. C'est sûr que question impôt, c'est un avantage imposable. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais c'est une façon de dire, ben, on n'a pas d'assurance collective, mais par exemple, si tu vas te faire un nettoyage chez le dentiste, ben c'est quelque chose qui peut être assumé par l'organisme un montant. Puis ce qu'on a fait aussi, puis là, ça, c'est une formule, mais le fonds santé peut être développé vraiment à l'image de l'organisme. Nous, l'employé a 2 ans pour dépenser son 500 dollars. Fait que si dans une année, il n'a pas été utilisé, il est transférable sur l'année 2. Par contre, si la personne ne le prend pas après l'année 2, là, il va perdre un montant. Mais moi, comme directeur, je les encourage à utiliser ces fonds-là justement pour diminuer, puis de penser aussi qu'il faut les faire. Ces tests-là, même s'ils ne sont pas couverts par le régime public, d'aller voir ses yeux, ses dents, même la massothérapie, naturopathie, ben, c'est des choses qui prennent soin des personnes. Les papiers de médecin ne sont plus d'actualité que je vois dans le chat. Ça, c'est un élément qu'on nous aussi on a eu comme réflexion. Des fois, c'est pas que l'employé veut pas de papier de médecin, il a juste pas accès à un médecin pour y en donner un. Fait que là, on rajoute de la pression sur les épaules. Nous, ce qu'on a fait par rapport à ça, ben, c'est le lien de confiance qui est établi avec l'employé. Puis, justement, je vais faire le lien, Bianca, avec les congés mobiles, qu'on les appelle congés mobiles, congés de conciliation, congés de santé, de définir l'orientation en arrière du congé vient justement le bâtir, tu sais. Des employés qui ont accès à des congés, ben, vont peut-être être moins dans cette idée-là de, ben là, j'ai besoin de prendre beaucoup de temps parce que je suis épuisé, je vais dire que je suis malade, puis, tu sais, je pense que c'est de voir ça vraiment d'un autre œil, de bâtir la confiance. Fait que c'est comme ça qu'on y est allé. Puis, tu sais, c'est sûr qu'un employé qui part sur du moyen terme pour des gros problèmes, on est ailleurs. Puis là, souvent, ben, c'est plus soit l'assurance emploi qui va exiger des éléments ou tout ça. Mais on a essayé pour nous de diminuer le plus possible la pression qui venait de l'extérieur autour de l'employé. Puis je vois qu'il y a des personnes mettent justement par rapport au congé de santé, il y a des organismes qui parlent de remboursement de 1000 dollars. Ça, je pense que chaque organisme regarde un peu sa réalité par rapport à ça. Avez-vous d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres observations? Ça Moi, va? si je peux me permettre, Hugo, il y a quand même un commentaire que je trouve intéressant. Merci, très intéressant et pertinent. C'est le germe de plusieurs belles réflexions à avoir en équipe ECA et cela me fait penser à mentionner plus explicitement ce que l'on offre au-delà de l'info sur les salaires, exemple bonification des fériés, moments festifs en équipe ou aux fins de session. Ah, cool. Ben, puis c'est vraiment ça, c'est de voir, il y a déjà des choses que les organismes font d'emblée. Des fois, c'est juste pas nommé, des fois, c'est juste pas adopté ou c'est pas su de part et d'autre, ben, c'est de le rendre clair. Puis, je le sais parce que là, je le faisais avec vous en l'espace d'à peu près 45 minutes, vous bombarder de la réflexion. Ça peut avoir de l'air lourd sur le coup. Puis dire comme, hey, déjà,
déjà ma semaine est complètement remplie. Puis le gars qui a fait la conférence me dit, faudrait que je réfléchisse en plus à tout ça. Ça se peut se faire par morceaux, hein. On n'est pas obligé de se lancer là-dessus puis d'avoir toutes les réponses en l'espace de 2 semaines. On peut se donner des temps de réflexion avec le conseil d'administration. Euh, je vous invite à le voir comme quelque chose d'agréable à vivre et non pas de le voir comme une lourdeur qui s'ajoute, mais plus justement comment dans notre vie d'organisation, on peut rendre ça intéressant, la question de la vision d'employeur, de prendre ces moments-là de réflexion. Puis en général, ce que j'ai observé depuis que je fais des présentations de ce type-là, c'est de voir à quel point il y a un empuissancement collectif qui se vit. De dire, hey, on faisait déjà plein de bonnes choses, on les avait pas juste mis dans une grille ensemble. Puis là, quand tu regardes la grille, tu te dis comme, eh ben, on en avait une belle vision d'employeur, puis voici les bonifications, voici les ajustements qu'on peut apporter. Fait que dites-vous que vous partez quand même de quelque chose, puis là, ben, ensemble, on peut créer pour aller peut-être encore plus la définir, cette vision d'employeur-là, et faites-la rayonner une fois que vous l'avez déterminée. Je viens de vivre, moi, ce transfert-là dans l'équipe à la Troquelle, c'était très stable. Une collègue de 27 ans, une collègue de 17 ans. Puis là, ben, l'année passée, on a vécu leur départ pour des excellentes raisons, mais moi, ça m'amenait comme directeur à devoir trouver les nouvelles perles rares. Ben, ces nouvelles perles rares-là, dans l'offre d'emploi, on a mis à aller lire la culture d'équipe. Est-ce que vous allez être à l'aise dans la culture qu'on a développée? Puis ça, ben, probablement qu'il y a des gens qui n'ont pas décidé de postuler, puis d'autres que ça fait comme, oh mon Dieu, c'est le genre d'employeur que je veux. Donc, rendez ça le plus vivant et voyant possible. Vu qu'on s'approche de la fin, on veut vous libérer pour midi et demi. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions? Je vais vous laisser un petit temps de réflexion. De toute façon, comme l'a dit Hugo, il va nous envoyer la présentation, donc on va pouvoir la relire, etc. Et je pense que ça va être un très gros plus pour les prochaines réflexions dans chacun et chacune pour pour nos organisations. Merci beaucoup, Hugo, pour ce webinaire. C'était vraiment, vraiment pertinent et super intéressant. Puis on en espère encore beaucoup d'autres comme ça. Je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller manger. Et puis, merci encore d'avoir été présent et présente pendant ce webinaire. Merci beaucoup tout le monde, c'était vraiment un plaisir. Merci. Ah, je ne sais pas comment on éteint l'enregistrement. Juste dans enregistrer en haut, tu peux faire le stop. Les, euh, je vais les laisser faire Florian. Mince. Toi aussi, tu n'y arrives pas? T'as ton micro coupé, Florian, si t'essaies de communiquer. J'arrive pas à couper l'enregistrement. Euh, Ah, attends, c'est là. C'est bon. ah, putain, merci. Ah non, mais c'est à toi de l'éteindre. Et donc, je fais comment? Tu vois, record? Ouais, mais quand j'appuie, il se passe rien. Ah. Est-ce que c'est pas Cathy? Je sais que je veux être sûre de pas le perdre. Hugo, si tu veux qu'on te libère, tu peux y aller. Un énorme merci en vrai, là. Ouais, C'était, c'était euh, excellent. c'était Bravo. Ouais, vraiment bon. C'était c'était à la vraiment hauteur. C'est hyper intéressant. Ah ouais, ouais. Puis j'avais les commentaires des collègues tu sais, qui étaient aussi présents au webinaire. Puis c'était super. Bon, après, moi, je suis pas objective avec toi, mais j'ai des gens qui le sont beaucoup plus. Ouais, il y a eu, c'était vraiment cool, intéressant. Puis c'est ta présentation en tout cas. À un moment, je me suis dit, où est-ce que le temps va être bon et tout, mais écoute, c'était parfait. ah, génial, je suis content. Moi aussi, à un moment donné, le temps, j'étais comme, ouh là là, ça, Non, ça non, mais arrive vite, c'était parfait. finalement, 30-40 minutes pour un sujet qui me passionne autant, mais je suis content de voir aussi à la fin.
vu que il y avait pas trop de questions, c'était ça aussi ma crainte d'avoir comme énormément de questions, puis je voulais avoir l'espace des chances, mais je pense qu'on a répondu à la demande. Mais complètement. Et puis, je te dirais, tu sais, aussi, le fait est que, tu sais, parfois, il n'y a pas de question. C'est que, tu sais, même moi, là, tu sais, j'étais comme, en fait, tu dis tout.